À l'époque victorienne, les voyageurs anglais se rendant aux Hébrides extérieures décrivaient les conditions de vie dans leurs lettres comme extrêmement primitives et sales. Les habitations en pierre étaient remplies de fumée, dépourvues de cheminées, et des familles entières partageaient leur espace de sommeil avec le bétail. Un mode de vie aussi arriéré serait généralement attribué à des sociétés n'ayant pas encore maîtrisé les techniques de construction fondamentales. Cependant, la Black House écossaise était loin d'être primitive. C'était en réalité un mécanisme de survie méticuleusement conçu, adapté à l'un des climats les plus impitoyables de la Grande-Bretagne. Cette région faisait face à des ouragans atlantiques qui soufflaient à plus de 145 km/h, sans aucun obstacle. Ici, une humidité de 80% transformait les températures proches du gel en un froid pénétrant qui donnait l'impression de se faire trancher. Dans cet environnement, les arbres étaient totalement absents pour la construction ou le bois de chauffage, et l'hiver s'étendait sur la moitié de l'année. La Black House relevait tous les défis grâce à des murs qui faisaient également office d'unité de production de fumier. De plus, sa construction sans cheminée retenait 1,5 fois plus de chaleur que les maisons conventionnelles, et le toit était fixé sans un seul clou. Plutôt que des clous, des pierres suspendues ancraient le toit, permettant à tout le bâtiment de se balancer dans des vents de force 10 sans subir de dommages. Cette habitation n'a pas été améliorée progressivement au fil du temps. C'était un appareil de survie tout en un. Tous les composants, la fumée, les ballasts en pierre et les murs de 2 mètres d'épaisseur remplis de tourbes, remplissaient plusieurs rôles à la fois. Il offrait plus qu'un simple abri. Il servait de chambre de fumage, d'atelier de textile, d'étable à bovins et de cycle d'engrais autonome. Ces 6 innovations techniques, perfectionnées sur des centaines d'années, ont maintenu les habitants écossais en vie dans des conditions qui se révéleraient mortelles pour les étrangers. Situés dans l'Atlantique Nord, les Hébrides extérieures n'ont absolument aucune masse terrestre entre elles et la côte de l'Amérique du Nord, ce qui rend les méthodes de construction conventionnelles inadéquates. Aucune chaîne de montagnes ne perturbe les conditions météorologiques entrantes, et aucune masse continentale ne réduit l'intensité des tempêtes. Un fetch de plus de 3200 km d'eau libre permet aux vents et aux vagues d'accumuler une énergie considérable avant de s'écraser sur ses côtes sans avoir perdu de leur intensité. Les tempêtes hivernales atteignent fréquemment la force 10 sur l'échelle de Beaufort, avec des vents soutenus de 89 à 101 km/h et des rafales dépassant 145 km/h. Ces conditions ne sont pas des catastrophes rares, elles sont la norme. Et le plus grand défi n'était pas le vent, mais l'humidité persistante. Les Hébrides endurent ce que l'on appelle le froid humide, des températures qui oscillent autour de 0 degré, associées à une humidité de 80 à 90% et une pluie presque incessante. Ce froid se comporte différemment d'un hiver continental. Un froid sec à moins 10 degrés est mordant, mais supportable lorsqu'on s'habille en couche. Un froid humide à 0 degré avec 85% d'humidité draine directement la chaleur de votre corps. L'humidité transfère la chaleur de la peau bien plus rapidement que l'air sec. D'un point de vue physiologique, une journée humide à 0 degré est perçue comme moins 10 degrés en conditions arides. Par conséquent, l'isolation conventionnelle s'est avérée inefficace. La laine devient lourde et ses poches d'air isolantes s'effondrent lorsque le tissu humide reste mouillé pendant de longues périodes. Le corps lutte continuellement pour conserver sa chaleur interne, tandis que l'environnement environnant lui vole agressivement la chaleur. De plus, il y avait le problème du manque d'arbres, dû à des siècles de déforestation. Combiné au paysage naturellement marécageux et balayé par le vent, cela a résulté en une quasi-absence de croissance d'arbres sur les îles. Le matériau que toutes les autres sociétés européennes utilisaient pour construire des cadres, des poutres de toit, des meubles et du combustible était absent. Non seulement rare, mais pratiquement inexistant. Ainsi, les Écossais des Hébrides n'ont pas pu simplement modifier les conceptions standards. Ils ont été contraints de faire de la rétro-ingénierie en fonction des besoins de survie et de concevoir des solutions en utilisant uniquement la pierre, la tourbe des marais et l'herbe rare qui parvenait à pousser dans ce sol hostile. En général, l'architecture commence par des matériaux accessibles,
puis construit ce qui est réalisable. La Maison Noire a priorisé ce qui soutiendrait la vie humaine pendant 6 mois de tempêtes humides. Elle a abordé la conception à l'envers pour produire les matériaux nécessaires capables d'atteindre cet objectif. L'innovation essentielle était le système de murs. Non pas un seul mur, mais 2 murs parallèles avec un espace entre eux. Les Maisons Noires utilisaient une construction à double pot. Un mur extérieur absorbait le gros du vent et des précipitations. Un mur intérieur assurait la résistance structurelle et retenait la chaleur. La cavité entre les 2 murs, mesurant 0,6 à 0,9 mètres environ, 2 à 3 pieds, n'était pas laissée vide. Elle était intentionnellement remplie de matériaux isolants, principalement de la tourbe, ainsi que de la mousse séchée, de la terre et parfois de la paille ou de la bruyère. Un système composite fut ainsi formé, chaque matériau apportant ses propres caractéristiques distinctes. Une fois séchée, la tourbe offre une isolation thermique comparable à celle de la fibre de verre moderne, selon les mesures de résistance thermique. L'humidité était absorbée par la mousse, tandis que la terre apportait une masse supplémentaire. Ensemble, ils créaient une barrière respirante qui aspirait l'humidité de l'intérieur, empêchait l'entrée d'eau extérieure et stoppait le froid. C'est pourquoi cela était significatif. La pierre seule est un isolant inefficace. Sa faible conduction thermique explique pourquoi toucher des murs en pierre donne une sensation de froid. Cependant, la pierre épaisse agit comme une masse thermique, absorbant progressivement puis libérant lentement la chaleur. Le problème survient lorsque la chaleur intérieure parvient à atteindre la surface extérieure froide, puis se dissipe dans la brise atlantique. Cela signifie que du combustible a été gaspillé à chauffer l'extérieur. Ce problème fut résolu par la cavité. Le mur en pierre intérieur était chauffé par le feu de l'intérieur. Cette énergie thermique tentait de se propager vers l'extérieur, mais rencontrait la barrière de tourbe et de terre qui arrêtait sa progression. Alors que le mur extérieur restait froid, le mur intérieur conservait sa chaleur. La zone intermédiaire entre les 2 murs atténuait les fluctuations de température et évitait la perte de chaleur qui s'avère fatale dans des conditions humides et froides. Considérez cela comme similaire à un thermos, mais au lieu d'un vide, il y a un matériau organique qui régule également l'humidité. De plus, la routine d'entretien servait également à produire de l'engrais. Les familles extrayaient le remplissage de la cavité tous les 3 à 5 ans. À ce stade, il était devenu compact et saturé d'humidité suite à une utilisation prolongée. Cependant, il avait également été enrichi, incorporant des résidus de fumée de tourbe, de décomposition organique et de minéraux lessivés de la pierre. Cette substance était ensuite épandue dans les champs, améliorant le sol hébridien maigre, qui est naturellement acide et pauvre en nutriments. Ensuite, la cavité a été remplie de nouvelles tourbes et de mousse, récoltées dans la tourbière et séchées pendant les mois d'été. Les murs n'étaient pas des structures fixes. Ils fonctionnaient plutôt comme un système de ressources renouvelables. Cette habitation offrait une isolation à ses occupants et nourrissait ensuite leur culture. Pendant des générations, l'isolation était remplacée tous les 3 à 5 ans de manière récurrente. La Black House ne se contentait pas de protéger les gens de l'Atlantique. Elle transformait l'infrastructure de survie en ressources agricoles. Les mêmes pierres étaient réutilisées à plusieurs reprises, tandis que la matière organique circulait entre les murs et les champs. Les observateurs victoriens ont remarqué la fumée et ont supposé que l'absence de cheminée indiquait une ignorance de la construction de cheminées. Mais ils se trompaient. L'omission intentionnelle d'une cheminée était la décision la plus réfléchie de toute la conception du bâtiment. Dans un environnement où le combustible est rare et le froid persistant, les Black House retenaient 40 à 50% de chaleur en plus que des structures similaires équipées de cheminées. Ce n'était pas une petite amélioration de l'efficacité. Cela faisait la différence entre survivre à l'hiver et périr de froid dans sa propre demeure. La physique sous-jacente est simple. Dans une configuration de cheminée conventionnelle, l'air chaud monte. Cette chaleur ascendante s'échappe directement par le toit, ce qui signifie que vous avez brûlé de la tourbe uniquement pour chauffer l'atmosphère. Dans une Black House, la chaleur ascendante devait d'abord traverser l'ensemble de la charpente du toit de chaume. Cela permettait à la chaleur d'être diffusée dans la zone de vie en dessous,
pendant une durée considérablement plus longue. Plutôt que d'évacuer la chaleur immédiatement, elle se dissipait progressivement à travers le chaume poreux et les interstices entre les pierres. La conception obligeait la chaleur à effectuer un travail supplémentaire en sortant. Cependant, retenir la chaleur n'était que le premier objectif. La fumée elle-même servait de moyen de conservation. La fumée continue de faible intensité à l'intérieur de la maison créait des conditions propices au fumage à froid. Les températures variaient de 20 à 28 degrés Celsius sur des périodes de 12 à 24 heures, voire plus. Suspendus aux poutres du toit, on trouvait du poisson, principalement du hareng, de la morue et du maquereau, ainsi que du mouton. En utilisant la fumée, la protéine est restée intacte sans être cuite. Il n'y avait ni réfrigérateur, ni stockage de glace. La fumée seule accomplissait en continu la tâche pour laquelle d'autres sociétés avaient besoin de fumoirs spécialisés. De plus, la fumée de tourbe avait des propriétés antibactériennes qui empêchaient la décomposition et éliminaient les parasites. En tant qu'effet secondaire passif du chauffage, vous désinfectiez efficacement vos réserves alimentaires, vos literies et toute votre zone de vie simultanément. Ensuite, considérez le matériau de chaume. Dans une maison noire, remplie de fumée, le chaume du toit durait de 15 à 20 ans. Le chaume non traité, sans le processus de fumée, se décomposait en 5 à 7 ans. La fumée rendait la paille résistante à l'eau, tenait les insectes à distance et empêchait le champignon qui endommageait généralement les toits organiques. Remplir votre maison de fumée ne lui faisait pas de mal. Au contraire, cela préservait la structure et repoussait les nuisibles. Les insectes étaient repoussés par la fumée, les souris l'évitaient et les rats refusaient d'y construire des nids. À l'intérieur de la maison noire, les conditions étaient défavorables à tout organisme pouvant consommer les aliments stockés ou transmettre des maladies. L'inconvénient évident était l'effet sur les poumons humains. Les habitants âgés des maisons noires souffraient fréquemment de problèmes respiratoires. Bien que la bronchite chronique et les dommages aux voies respiratoires liés à la fumée soient courants, c'était un compromis délibéré. Cela représentait le risque de problèmes pulmonaires plus tard dans la vie, contre la certitude de mourir de faim ou de froid dans la jeunesse. La fumée n'était pas un défaut dans le plan. C'était l'essence même de la conception. Elle offrait une isolation thermique, la conservation des aliments, une protection contre l'humidité, la gestion des nuisibles et une durabilité prolongée. Tous ces avantages découlaient du feu de tourbe dont vous aviez déjà besoin pour éviter de geler. Aux yeux d'un Victorien, cela ressemblait à une misère primitive, mais en réalité, c'était 5 mécanismes de survie intégrés dans un seul élément architectural. Ils fonctionnaient en continu, 24 heures sur 24, pendant 6 mois consécutifs. Le toit était conçu non pas pour résister au vent, mais pour fléchir avec lui. Et les toits de maisons noires étaient faits de chaume. La paille d'avoine, d'orge ou de seigle était utilisée pour fabriquer le chaume. Une charpente en bois était densément recouverte de ce chaume. Cependant, la charpente était précieuse, souvent du bois flotté, parfois du bois importé, transmis de génération en génération, car aucun arbre ne poussait dans la région. Après avoir positionné ces poutres, les remplacer après chaque tempête qui arrachait le toit n'était pas économiquement viable. Ainsi, le chaume était fixé non par des clous, mais par un système de cordes. On utilisait des cordes de bruyère, de paille et plus tard de chanvre, alourdies par des pierres. Plutôt que de reposer sur le toit, ces pierres pendaient aux cordes, suspendues à l'extérieur. Un motif en forme de filet se formait sur toute la surface. L'intuition de la plupart des gens pour fixer les choses est exactement l'inverse de cela. On supposerait que la réponse à « lors d'un ouragan, comment maintenir un toit ?» On le fixerait plus solidement, des clous supplémentaires, des attaches plus fortes. Une connexion rigide est utilisée, mais une telle rigidité dans des vents extrêmes entraîne des points de stress, provoquant une défaillance simultanée. Un clou tient bon jusqu'à ce que la pression du vent dépasse sa résistance au cisaillement, moment auquel il déchire entièrement le matériau. Le toit ne se détache pas petit à petit. Il est arraché de la structure en un seul événement désastreux. La conception de la maison noire permettait une défaillance contrôlée. Lorsque la pression du vent s'accumulait en dessous,
Les cordes lestées permettaient au chaume de se soulever un peu. Cela libérait une partie de la pression. Puis le chaume revenait à sa place, fonctionnant comme une valve de décompression. Le toit pouvait fléchir de plusieurs centimètres, absorbant l'énergie et survivant, plutôt que de résister jusqu'à la rupture. Chaque pierre était choisie pour sa masse particulière. Leur poids suffisait à maintenir le chaume en place par des vents typiques de 65 à 80 km/h, considérés comme un temps ordinaire. Leur légèreté les a empêchés de déchirer la paille lorsqu'une tempête de force 10 a provoqué le cycle de flexion. Ce savoir-faire technique n'était pas documenté. C'était une sagesse empirique transmise de génération en génération. En observant votre père repositionner les pierres après chaque tempête, vous avez découvert quelle pierre convenait à quelle partie de quel toit. Vint ensuite la forme. Les maisons noires étaient construites basses, avec des murs épais qui s'élevaient un peu au-dessus de la ligne de toit. Cela formait un parapet qui empêchait le vent de se glisser sous le bord du chaume et de le soulever. Les coins étaient arrondis plutôt que tranchants, empêchant le vent de frapper des plans verticaux plats. Le toit avait une pente douce, suffisante pour laisser l'eau de pluie s'écouler. La pente était assez faible pour éviter de faire office de voile et l'ensemble du bâtiment restait proche du sol. Il était aérodynamique, car il réduisait la surface contre laquelle le vent pouvait s'appuyer. Au lieu de construire vers le haut, on construisait vers le bas, visant à faire de la maison la plus petite cible possible tout en conservant un espace intérieur habitable. Et l'entretien était constant. Après chaque tempête violente, les familles examinaient le toit. Elles resserraient les cordes, déplaçaient les pierres et réparaient le chaume endommagé. Ce n'était pas du travail de réparation après catastrophe. C'était un soin préventif intégré à la vie quotidienne. La maison était un système nécessitant un entretien régulier, tout comme un bateau. Il fallait écoper, calfater et inspecter les fuites, car la mer essayait constamment de la submerger. Le toit utilisait les principes du gréement naval en architecture, la même logique technique que les marins employaient pour maintenir les mâts debout pendant les ouragans. La tension, la flexibilité et le jeu contrôlé étaient appliqués à un bâtiment qui subissait des tempêtes tout aussi violentes mais ne pouvait pas en fuir à la voile. Le génie parasismique japonais utilise aujourd'hui le même concept. Les bâtiments absorbent l'énergie par le mouvement au lieu de résister par la rigidité. Il y a des siècles, la Maison Noire a découvert cela pour le vent, employant des pierres attachées à des cordes parce que c'était disponible. Et cela fonctionnait efficacement. Ces toits ont résisté à des circonstances qui auraient déchiré des constructions standards, non par une plus grande force, mais par une prise de décision intelligente quant aux endroits où céder. 5e chapitre. La Black House servait non seulement d'habitation, mais aussi d'atelier et d'étable. Dans une superficie d'environ 60 mètres carrés, un fumoir et une unité de production d'engrais fonctionnaient simultanément. Commençons par le Harris Tweed, la principale exportation des hébrides extérieurs, le tissu de laine qui a apporté à ces îles une importance économique. Il était fabriqué dans les Black House, où les métiers à tisser occupaient une partie substantielle du sol, non pas cachée, mais placée au cœur des activités quotidiennes. De plus, les conditions environnantes jouaient un rôle intégral dans le processus de production. L'humidité constante générée par la cuisson, la respiration et les murs en pierre respirantes maintenait la flexibilité des fibres de laine, les rendant adaptées au filage et au tissage. Lorsque l'air est sec, la laine devient cassante et susceptible de se rompre lors de la manipulation. La Black House régulait précisément l'humidité afin que la laine reste maniable sans se dégrader. Lors du traitement, la fumée fumait naturellement et colorait subtilement les fibres. Au lieu de lutter contre l'environnement pour créer des textiles, on les exploitait comme partie intégrante de l'installation industrielle. Puis vinrent les animaux d'élevage. Pendant les mois d'hiver, une section de la Black House abritait des animaux, généralement des bovins, parfois des moutons. Ce n'était pas simplement une agriculture mixte pittoresque, c'était un exploit de gestion thermique. Sur un hiver de 6 mois, une seule vache émet en continu environ 1 kW de chaleur corporelle dans un espace confiné et limité. Cela représente une chaleur supplémentaire substantielle qui n'entraîne aucun coût au-delà de l'alimentation animale déjà stockée. Les animaux produisaient aussi du fumier,
qui étaient ramassés chaque jour et compostés à l'extérieur. Même la procédure de ramassage était améliorée. Souvent, le sol de la zone animale avait une légère inclinaison, inclinée vers l'entrée, permettant un raclage efficace des déchets. Cette configuration était loin d'être fortuite. Chaque zone de la structure avait une fonction définie. Le feu de tourbe était le point central de l'espace domestique. Cet endroit servait à cuisiner et comme source de chaleur. Il faisait office de lieu de rassemblement pour les contes et les performances musicales. Ces environnements enfumés ont donné naissance à la coutume écossaise du shélite. Les quartiers de couchage étaient situés à l'extrémité opposée de l'endroit où séjournaient les animaux. Positionnés pour éviter les odeurs, mais assez proches pour que la chaleur des personnes et des animaux se combine dans la zone centrale. La dimension verticale contribue également à la productivité. Outre leur fonction de soutien, les poutres du toit servaient également de râtelier pour le séchage et le fumage. Lors du traitement saisonnier, de nombreux poissons y étaient suspendus. Les immenses migrations de harengs étaient accueillies par des familles travaillant ensemble pour vider, saler et fumer à froid bien plus que nécessaire pour la consommation, produisant des articles d'échange qui restaient utilisables pendant plusieurs mois. Pendant que le fumoir était en usage, on y résidait à l'intérieur. Bien que cela puisse sembler peu attrayant, cet arrangement permettait une surveillance continue du processus sans avoir besoin d'un bâtiment supplémentaire ou de combustible additionnel. Tous les déchets étaient recyclés dans le cycle de production. La cendre de bois produite par le feu était dispersée sur les terres acides pour contrer l'acidité du sol. Après 15 à 20 ans, lorsque le chaume du toit était finalement renouvelé, il était épandu sur les champs comme amendement du sol, ayant été imprégné de particules de fumée et de matière organique pendant de nombreuses décennies. Le matériau extrait des cavités des murs tous les 2 ans a été mentionné plus tôt. Le fumier du bétail était composté à des fins agricoles et l'urine était également collectée pour traiter la laine. Pour extraire la lanoline de la laine brute, les excréments humains étaient compostés isolément et laissés à mûrir avant utilisation sur les champs. Aucun matériau n'était jamais jeté comme pur déchet. Tout était soit réutilisé dans la maison comme matière première, soit envoyé au champ comme fourniture agricole. Il ne s'agissait pas seulement d'efficacité écologique, c'était une question de survie économique. Les habitants d'une île sans arbres, au sol infertile et à la moitié de l'année sous un climat rude, ne peuvent tout simplement pas justifier des pièces à usage unique ou du gaspillage. Parce que ces gens ne pouvaient pas se permettre le luxe de la spécialisation, la Maison Noire combinait tous les systèmes de production en un seul. La logique industrielle contemporaine sépare les fonctions. Une usine ici, une résidence là, une écurie ailleurs, un entrepôt dans un autre endroit. La Maison Noire réunissait tout sous un même toit, car l'énergie nécessaire pour chauffer plusieurs bâtiments aurait été mortelle et leur construction aurait été matériellement impossible. Ce qui semble être un désordre polyvalent et encombré était en réalité une forme avancée d'efficacité spatiale. Chaque mètre cube remplissait plusieurs fonctions. La fumée qui procurait de la chaleur servait aussi à fumer des aliments et à rendre le toit étanche. Les murs mêmes qui offraient une protection se transformaient plus tard en engrais. La même chambre où l'on dormait produisait aussi des textiles à échanger contre des articles que l'île ne pouvait fournir. Cet arrangement a fonctionné efficacement pendant des centaines d'années. Il est probable que la dernière Maison Noire, en usage continu, ait été habitée jusque dans les années 1970. Elle ne s'est pas dégradée. Elle a été remplacée. Les responsables victoriens et les initiatives de modernisation la considéraient comme insalubre et primitive, favorisant les maisons blanches équipées de cheminées. Ils ont introduit des abris pour animaux distincts et des commodités contemporaines qui répondaient aux normes d'hygiène et de progrès de l'époque. Cependant, en ce qui concerne l'efficacité de survie pure dans cet environnement particulier, la Maison Noire était presque parfaite. Le substitut n'était pas intrinsèquement une amélioration fonctionnelle. Il représentait plutôt un mouvement culturel vers l'uniformité, la facilité et des idéaux allant au-delà de la simple survie. La Maison Noire a disparu, non pas parce qu'elle n'arrivait pas à soutenir la vie, mais parce que la survie n'était plus le seul critère de succès.